Bonjour, aujourd'hui on va voir la partie 1 de XENS 2024 MP. Donc c'est le concours qui est tombé en avril. Il parle d'abord de combinatoire sur le groupe des permutations. Donc combinatoire sur les groupes, ça m'a plu parce que forcément ça m'a interpellé. Peut-être les gens savent que sur cette chaîne, c'est un thème qui revient assez souvent parce que combinatoire et groupe, c'est vraiment un joli mélange. Bien. Maintenant, évidemment, le concepteur du problème a une injonction de respecter le programme et il mélange en plus algèbre linéaire, ce qui n'est pas pour me déplaire aussi, hein, vous en doutez. Et c'est pour ça que le problème commençait par le calcul d'un déterminant et l'interprétation de ce calcul. Et c'est vraiment, cette première question nous met dans le vif du sujet et je la trouve intéressante, originale. Je ne connaissais pas cette méthode pour montrer ce qui va suivre. Alors allons-y, on a cette matrice avec X, on va dire que c'est une indéterminée, et ça c'est sur la diagonale, et que des 1 ailleurs. Voilà. Bon, il faut calculer le déterminant. On peut le calculer de bien des manières. Moi j'ai envie évidemment de le faire avec la réduction. C'est-à-dire, je vais poser x égale 1 moins y, donc changement de variable, donc y égale 1 moins x aussi, hein, bien sûr. Donc j'ai que des 1 moins y et 1 ici. Comme ça, je reconnais le polynôme caractéristique en y de la matrice J, hein, avec que des 1. Alors quand je dis le polynôme caractéristique, il y a l'ancien et le nouveau. Maintenant, le polynôme caractéristique, c'est unitaire. Donc c'est le polynôme caractéristique, finalement, là c'est moins 1 puissance n, où n c'est la taille de la matrice, fois le polynôme caractéristique, celui qui est unitaire, celui qui me semble le plus pertinent. Donc maintenant, le calcul du polynôme caractéristique demande de comprendre cette matrice J, et son rang est évidemment 1, ce qui fait que 0 va être valeur propre, et valeur propre de multiplicité géométrique n-1. Alors de multiplicité géométrique, ça veut dire la dimension de l'espace propre pour la valeur propre 0. n-1. Donc ça veut dire qu'il reste encore une valeur propre à calculer, qui pourrait être 0, mais elle se calcule avec la trace. Quand on va regarder la trace de J, ça fait n, évidemment. Donc ça fait la somme, déjà on sait qu'on a au moins n-1, 0 ici, plus la valeur propre restante, ça veut dire que la dernière valeur propre, c'est égal à n. Voilà. Donc entre autres, J est diagonalisable, si vous connaissez le théorème que diagonalisable, ça veut dire que chaque valeur propre apparaît avec une multiplicité géométrique égale à la multiplicité algébrique. Bien. Donc ça veut dire maintenant que ce déterminant, c'est le polynôme caractéristique en y, c'est-à-dire 1 moins x fois moins 1 puissance n. Et ici, on va avoir 1 moins x, donc y puissance n moins 1, à cause de ça, fois y moins n. D'accord? Donc quand je vais remplacer y par 1 moins x et que je vais injecter moins 1 dans chaque facteur, puisqu'il y a n facteurs, je vais tomber sur x moins 1 puissance n moins 1, facteur de x plus n moins 1. Voilà le calcul du déterminant. Je vous le dis, hein, qu'on pouvait faire vraiment par d'autres méthodes, mais celle-là, évidemment, c'est celle qui me plaît le plus. Maintenant, une autre façon d'en parler, parce qu'il y a ensuite un en déduire cette formule-là. Alors, évidemment, on introduisait nu de sigma. Nu, c'est le nombre d'invariants de sigma, le nombre de i tel que sigma de i est égal à i, quand sigma est une permutation de l'ensemble à n éléments, de 1 à n. Bien. Alors, l'interprétation de ce déterminant, on sait que c'est la somme des epsilon de sigma, epsilon c'est la signature, fois pi de a sigma de j allant de 1 à n. Alors, a de ij, c'est le terme courant de cette matrice-là. Et finalement, comme il n'y a que des 1, et que, sauf x, quand sigma de j égale j,
ça veut dire que ça, c'est exactement égal à x puissance le nombre d'invariants de sigma. C'est quand même très agréable. Et ce qui nous fait cette formule, et on avait terminé la première question. Bien, alors ça c'est intéressant, ça fait penser aux séries génératrices, c'est-à-dire qu'on veut comprendre le nombre d'invariants d'une permutation. On veut savoir par exemple combien il y a de permutations qui ont k invariants, quand k est compris entre 0 et n, on y viendra tout à l'heure, et on s'intéresse généralement au polynôme somme de sigma appartenant à Sn de x puissance nu sigma, c'est-à-dire que j'enlève ceci. Bien, alors ce polynôme, on ne l'a pas directement, mais on a ce polynôme avec epsilon de sigma. Et bon, la deuxième question, c'est un peu la fête, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tant de bonheur? Bien, on peut montrer que la somme des epsilon de sigma pour sigma appartenant à Sn est égale à 0. Ouais, on remplace x par 1, d'accord? Et ici, on remplace x par 1. Je vous rappelle, j'ai oublié de le dire, que n est supérieur ou égal à 2. Voilà, je l'avais mis ici, mais je ne l'ai pas dit. Donc ici, ça va nous faire 0, ici, quand je remplace x par 1, donc ça. On n'a pas besoin vraiment de cette formule pour montrer ça. On voit bien qu'il y a autant d'éléments de signature 1 que d'éléments de signature moins 1, parce que quand on multiplie par une transposition, on a une bijection qui envoie les éléments de signature 1 sur les éléments de signature moins 1. Mais c'est quand même agréable de le voir de cette manière-là. On peut, alors là, on en a besoin de cette formule, calculer la somme de epsilon sigma nu de sigma, d'accord? Donc epsilon sigma fois le nombre d'invariants quand sigma appartient à Sn. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait que dériver, d'accord? Et ici, on dérive, d'accord? Bon, alors on trouve, c'est un calcul, hein, je ne vais pas vous faire l'affront de faire ce petit calcul, on trouve 0 si n est supérieur ou égal à 3, et 2 à cause du n-1, qui quand on va dériver, il va y avoir un n-2, donc quand n égale 2, ça fait quelque chose d'à part, et ça fait égal à 2. Bon, et puis on nous demandait de calculer la somme pour sigma appartenant à Sn, de epsilon de sigma sur nu de sigma plus 1, et là on se doute qu'il faut prendre la primitive entre 0 et 1, à gauche et à droite. Alors, pour à gauche, bah, c'est facile, on tombe exactement là-dessus, et pour à droite, bah, il vaut mieux faire le changement de variable, y égale x-1, par exemple, z égale x-1, si vous voulez. Ce sera plus simple, hein, et on fait le changement de variable, on développe, et on obtient moins 1 puissance n plus 1, n sur n plus 1. Et là, ça ne nécessite pas de cas, puisque n était supérieur ou égal à 2, donc voilà, il n'y a pas de souci. Troisièmement, on nous demande de montrer qu'on a une chance sur 2, quand on tire au hasard une permutation, de tomber sur une permutation paire ou une permutation impaire. On ne nous le demande pas comme ça, on nous demande la probabilité, on nous annonce pas le résultat étant tellement simple, tout de même que c'est pas la peine de l'annoncer. Et ici, effectivement, comme le cardinal des sigma, tel que epsilon de sigma égale 1, moins le cardinal des sigma, tel que epsilon de sigma égale moins 1 égale 0, puisque c'est exactement ce que dit cette formule-là, d'accord? Puisque on sépare les sigma par leur signature, qui ne peut être que 1 ou moins 1. Et donc, ça veut dire qu'on a ces deux cardinaux qui sont égaux. Et comme la somme des cardinaux, c'est le cardinal de Sn, eh bien c'est factoriel n, donc ça va être factoriel n sur 2, ça c'est factoriel n sur 2 aussi, et on a une chance sur 2, mais comme je vous disais, pour ce résultat-là, on n'a pas besoin de sortir toute l'artillerie. Ici, on a juste besoin de cette bijection dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, voilà. Ok, ensuite on attaque. On va garder cette histoire qui est très très jolie, cette égalité là, et on va en tirer d'autres choses sur ce qu'on appelle les dérangements. Voilà, dont on a souvent parlé sur cette chaîne. Tout ça, c'est vraiment une thématique qui est récurrente ici. Hein. Donc, je laisse là la formule principale qui va servir assez souvent, hein, et j'attaque la question 4 avec dn. Ah oui, c'est l'ensemble des permutations
tel que nu de sigma égale 0, il faut comprendre l'ensemble des permutations sans invariant, donc ce qu'on appelle les dérangements. Par exemple, si vous prenez n égale 4, le cardinal de dn, qu'on va appeler dn comme ceci tout à l'heure, eh bien, il va y avoir 3 doubles transpositions, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 3, voilà les 3, et puis 6, 4 cycles, 1, 2, 3, 4. Après, vous allez avoir, une fois que vous avez fixé le 1 au début, vous regardez toutes les permutations possibles, vous avez 6 permutations. Donc le cardinal, c'est 3 plus 6, ça fait 9. Bien, on nous demande tout de suite, à brûle pour point, le cardinal des sigma dans dn tel que epsilon de sigma égale 1, moins le cardinal de sigma dans dn tel que epsilon de sigma égale moins 1. On peut y réfléchir un petit moment, mais finalement tout était là. Si vous regardez bien, eh bien ce terme-là, c'est le terme en x puissance 0, d'accord, puisqu'on a nu de sigma égale 0. Donc quand on va regarder le terme en x puissance 0, donc le terme constant finalement, de ce polynôme de gauche, ça va être la somme, effectivement, des epsilon de sigma égale 1 avec nu de sigma égale 0 et epsilon moins epsilon de sigma égale moins 1 avec nu de sigma égale 0. Vous avez exactement ça quand vous regardez le terme constant. Mais le terme constant à gauche, il n'est pas évident. En revanche, à droite, il est évident. Il suffit de poser et d'évaluer en 0, et on a moins 1 puissance n-1, facteur de n-1. Donc on a cette égalité, elle tombe directement, d'accord? Encore une fois, c'est sympathique de le faire tomber de quelque chose qui provient de l'algèbre linéaire. Maintenant, on n'a pas le cardinal de dn. Ce qu'on a, c'est une différence entre deux cardinaux. Et si on a le cardinal de dn, que j'appelle aussi dn, mais écrit comme ça, eh bien, j'aurai chacun des cardinaux, puisque j'ai la différence et que j'aurai la somme, j'aurai chacun des cardinaux. Bien. Alors, il faut calculer dn. Là, encore une fois, le problème va utiliser l'algèbre linéaire, ce qui est une bonne chose, parce que sinon, bon, a priori, la preuve qu'on connaît, c'est la formule du crible, d'accord? C'est une application que vous pouvez trouver dans le carnet de voyage en algébrie, mais là, ici, on décide de le faire autrement qu'avec la formule du crible. Bien. Alors, on va faire 5 et 6 en même temps. 5 et 6, c'est vraiment dans la foulée. D'abord, en fait, plutôt d'abord 6 et ensuite 5. En fait, on va partitionner l'ensemble Sn en fonction du nombre d'invariants. Voilà. Donc, il y a le nombre d'invariants égale 0, c'est dn. Le nombre d'invariants égale 1, je vais fixer l'invariant 1 parmi n. Et ensuite, le reste, il ne faudra pas qu'il y ait d'invariant. Donc, il y aura n-1 éléments sans invariant, ça veut dire dn-1. Ensuite, on continue, k invariant, ça veut dire que je vais fixer mes k invariants. Il faut que j'en choisisse k parmi n, mais maintenant, il va falloir permuter n-k éléments qui restent sans faire d'invariant. Donc, c'est dn-k, etc. Jusqu'à ce qu'on va appeler des zéros. Bon, des zéros, c'est toujours pareil, avec 0, il faut une convention, on va dire des 0 égale 1. Et oui, effectivement, quand on va prendre nu de sigma égale n, ça veut dire qu'il y a n invariants, ça veut dire que c'est l'identité. Donc c'est bien n fois des 0 si on a admis, si on a convenu que des 0, c'était égal à 1. Eh bien, ici, ça va nous faire une formule, puisque j'ai partitionné, c'est que la somme, c'est le cardinal de Sn, c'est-à-dire factoriel n. Voilà. Alors maintenant, je vais écrire n plus 1 égalité pour i allant de 0 à n. Ici, on va avoir des 0, oui, c'est 1. Des 0 pour d1 plus d1, ça fait factoriel 1. Et puis, on va avoir toutes ces égalités-là pour tout i, ici. On peut dire pour tout j, ici, je ne sais pas, ça dépend comment on veut l'appeler. Et ce qui va faire que si j'appelle, on a un système linéaire, si j'appelle M la matrice, donc ici ça va être la matrice I, d'accord, ça va être les lignes ici, donc J parmi I, c'est le coefficient binomial, I et J allant de 0 à N, c'est une matrice triangulaire inférieure avec des 1 sur la diagonale.
Si j'appelle D la matrice colonne des I, F la matrice colonne aussi des factoriels J, eh bien, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir MD égale F. Voilà. Et si M est inversible, ce qu'on va prouver, eh bien, j'aurai D égale M-1 fois F. Et si je prends la dernière ligne de cette égalité, donc ça c'est une égalité entre deux vecteurs colonnes, et si j'en prends la dernière ligne, j'aurai bien dn. Donc je vais calculer m-1. Donc ça c'était la question 5. Qui nous fait remarquer finalement que si je regarde x puissance j, donc x c'est une indéterminée polynomiale, que je décompose en x-1 plus 1, x, donc c'est égal à ça puissance j, et maintenant je décompose avec les coefficients binomiaux, eh bien je vois que j'ai écrit xj, donc la base des xj, en fonction de la base des x-1 j. La base de quoi? De k, pour moi k c'est le corps que vous voulez, hein, mais bon, a priori ça peut être, ici je pense que c'était r, je sais pas, il me semble que c'était r. Et ça n'a pas d'importance. Et en tout cas, vous avez ici la base ici des polynômes allant pour j allant de 0 à n, et la base de k de x indice n, qui est bien une base, parce qu'il y a n plus 1 éléments, et que la dimension c'est n plus 1, et que c'est libre parce qu'elle est échelonnée. Donc on a une matrice de passage qui va de l'ancienne base, ici, x-1 puissance j, vers la nouvelle base x puissance j, et m, non pas m, parce que vous voyez que c'est m transposé, c'est ji ici, plutôt que ij, donc c'est la transposée. M transposée, c'est la matrice de passage. Donc elle est inversible, déjà ça nous donne de l'espoir, mais mieux, son inverse, ça va être la matrice de passage, plutôt de xj dans x-1j. Ça, c'est un résultat bien connu d'algèbre linéaire. Donc, ça veut dire qu'on a l'inverse de la transposée. Je vous rappelle, c'est bien connu, que l'inverse de la transposée, c'est la transposée de l'inverse. C'est bien de le savoir le démontrer. Bien. Quand c'est inversible, évidemment. Alors, ici, ça veut dire qu'il faut que je regarde x-1 puissance j en fonction des x puissance i. Et là, c'est facile, parce qu'il suffit de développer avec la formule du binôme, et on voit que ce qu'on va avoir en colonne, c'est -1 puissance j-i, ji. Donc maintenant, je vais pouvoir prendre la transposée de ça pour avoir l'inverse de ma matrice M. L'inverse de ma matrice M, donc vous voyez tout de suite, hein, vous transposez en échangeant i et j. Donc voilà, vous l'avez directement. Et maintenant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on va regarder la dernière ligne de cette égalité, et ça va nous donner à gauche dn, et à droite, somme pour j allant de 0 à n, de -1 puissance n-j, ça, donc ça c'est ça, hein, puisque j c'est n. On va faire la somme des, ici, factoriel n, sur factoriel n-j, factoriel j, fois factoriel j, à cause de f, ici, voilà. Bon, je vous laisse regarder les détails des calculs, mais c'est vraiment très simple. Ce qui fait qu'on peut éliminer factoriel j, et maintenant, en posant k égale n-j, on retrouve exactement la formule qui était demandée, et qui est là. Qui, comme vous le voyez, sent bien le principe d'inclusion-exclusion, c'est-à-dire la formule du crime. Bon, alors maintenant, pour le plaisir, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour n égale 4. Pour n égale 4, ça, lui, il est de signature 1, et lui et tous ses copains sont de signature 1, et l'autre et tous ses copains sont de signature -1, c'est-à-dire qu'on prend 3 moins 6, d'accord? 3 ici, moins 6, est égal à quoi? 3 moins 6, ça fait -3, donc comme n égale 4, c'est bien -1 puissance 4 moins 1, facteur de 4 moins 1. Voilà, donc on retrouve bien le truc. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir factoriel 4, donc 24, moins factoriel 4 sur
pour n égale 1 factoriel 4, donc 24, ok, plus 24 sur factoriel 2, donc ça fait 12, moins 24 sur factoriel 3, 24 sur 6, ça fait 4, donc moins 4, et puis plus 24 sur factoriel 4, donc ça fait plus 1, et donc ça nous fait 9, c'est bien ce qu'on avait ici. Voilà, c'est bien de vérifier de temps en temps que on a bien les bons résultats, comme ça, sur des petits exemples, pour voir si on n'est pas complètement à l'ouest. Voilà, on continue. Alors là, on basculait vers les espaces probabilisés. On regarde ici, dans un premier temps, la question 7, la variable aléatoire yn sur l'ensemble dn, avec des n munis de la loi uniforme sur ces parties. Et on nous demandait quelle est la loi, de décrire la loi de yn. Alors, bien sûr, les deux possibilités pour yn, c'est de valoir 1, pour yn de sigma, c'est de valoir 1 ou moins 1. Donc la somme de ces deux probabilités, c'est 1. Maintenant, étant donné qu'on est sur la loi uniforme, on sait que P de yn égale 1, c'est le cardinal des sigma tel que epsilon de sigma vaut 1 avec sigma dans dn, divisé par le cardinal de dn. Bien. Et pareil pour yn égale moins 1 avec epsilon de sigma égale moins 1. Donc d'après la formule de tout à l'heure, en divisant par dn, la formule qu'on a eue tout à l'heure, on a ça moins ça est égal à moins 1 puissance n moins 1 d moins 1, mais il faut diviser par dn. Mais cette fois-ci, dn, on l'a calculé. Ce qui fait que je vais poser epsilon égale plus ou moins 1. Hein. C'est pas epsilon de sigma, hein, c'est juste un epsilon plus ou moins 1. Bien, en ajoutant et en soustrayant des deux côtés, j'ai P de yn égale epsilon, qui est égal à 1 demi de 1 plus epsilon de moins 1 puissance n-1 sur dn. Bien, c'est relativement simple à ce niveau-là. Voilà, question 7 n'était pas difficile. En tout cas, ensuite, on nous demandait de regarder ce qui se passait quand n tendait vers plus l'infini. Donc il faut comprendre, il faut comparer dn et n-1. Mais dn, on avait calculé, c'est factoriel n, facteur de la somme pour k allant de 0 à n de moins 1 puissance k sur factoriel k. Donc ça, quand n tend vers l'infini, ça tend vers exponentielle de moins 1. Donc c'est équivalent à factoriel n exponentielle de moins 1. Quand n tend vers plus l'infini. Bien. Ce qui va faire que ce terme-là va tendre évidemment vers 0. Et donc, P de yn égale epsilon, que ce soit 1 ou moins 1, ça va tendre vers 1,5. D'accord? Donc, en n tend vers l'infini, eh bien, on a autant de chances, en prenant un dérangement, d'avoir quelque chose, tel que epsilon de sigma égale 1 ou epsilon de sigma égale moins 1. Bien, pas trop difficile cette question 7. Maintenant, la question 8, là, on est sur un autre espace probabilisé, donc c'est Sn muni de ces parties, avec toujours la loi uniforme, évidemment, mais cette fois-ci, Zn de sigma, c'est le nombre d'invariants de sigma. Alors, on l'a vu tout à l'heure, dans les questions 5 et 6, hein, la probabilité pour que Zn égale K, c'est le nombre d'éléments tels que Zn égale K, divisé par factoriel n, hein, puisque c'est le cardinal de Sn. Donc c'est 1 sur factoriel n, K parmi n, d n-K, on l'a vu tout à l'heure. Bien. Donc maintenant, on développe, puisqu'on connaît dn-K, on l'a calculé tout à l'heure aussi. Donc il y a un factoriel n-K qui va disparaître avec le factoriel n-K qui est au dénominateur ici. On a une somme pour i égale 0 à n-K de moins 1 puissance i sur factoriel i, bien sûr, à cause de cette formule-là pour n-K. Hein. Et puis factoriel n qui disparaît avec factoriel n ici. Donc il nous reste 1 sur factoriel k, somme pour i égale 0 à n-k de moins 1 puissance i sur factoriel i. Qui tend, quand n tend vers plus l'infini, évidemment vers 1 sur factoriel k exponentielle de moins 1. Bon, voilà, sympathique. On nous demande ensuite
L'espérance de Zn. Alors là, je suis un petit peu embêté vis-à-vis de cette question, c'est-à-dire que je vais être obligé de la faire dans l'esprit du problème, c'est-à-dire en suivant le 8, alors qu'il est beaucoup plus facile de le faire a priori, sans information antérieure. Bon, je vais vous donner quand même les deux méthodes. J'ai l'impression que le problème, ce qu'il demande, c'est qu'on parte de là, sinon il aurait demandé l'espérance avant la probabilité. Okay. Donc c'est la somme pour k égale 0 à n de k, p de Zn égale k. Ok. Donc quand on multiplie par k, k fois 1 sur factoriel k, il va rester 1 sur factoriel k moins 1. On va avoir donc cette somme pour k égale 0 à n, mais ici j'ai mis de 1 à n, parce que pour k égale 0, on a 0. Voilà. Je vais appeler ce truc-là à n. Ok. Je calcule pour n égale 2, et je trouve, donc, j'ai deux termes, ici. Pour le premier terme, pour k égale 1, ben, j'ai deux termes, c'est 1 et moins 1. Et pour k égale 2, j'ai un seul terme, c'est 1. Donc, A2 égale 1. Maintenant, si je regarde AN moins AN moins 1, quand je fais AN moins AN moins 1, ben, j'ai les mêmes termes, sauf que pour AN, je vais avoir un terme excédentaire. C'est le terme qui correspond ici à n-k, par rapport au terme qui correspond à n-1 moins k. Donc, ça veut dire que quand je fais AN moins AN moins 1, j'ai la somme pour k égale 1 à n, de moins 1 puissance, donc juste, j'ai plus de somme ici, tout a disparu, sauf le dernier terme. J'ai moins 1 puissance n moins k sur factoriel k moins 1, qui est ici, factoriel n moins k, qui est ici. Parce que i est égal à n moins k ici. Mais ça, on remarque que quand on développe 1 moins 1 puissance n moins 1, je vous rappelle que n est supérieur ou égal à 2, ça fait 0, et quand on divise le développement de ça par n-1 factoriel, ben c'est exactement ça. Donc, an moins an-1 vaut 0, ce qui veut dire que an est une suite constante qui vaut toujours 1. Voilà. Donc l'espérance de Zn, c'était an, hein, ça vaut 1. Bon. Une autre méthode possible, regardez, sans du tout se servir de ce qui précède, c'est que je regarde ma variable, je fixe un i de 1 à n, et je regarde ma variable aléatoire sur cet espace probabilisé. Donc ici, qui a sigma associe 1 si i est un invariant de sigma, et 0 sinon. Ce qui veut dire que, d'une part, Zn est égal à la somme, puisque c'est le nombre d'invariants, ben c'est la somme pour i égale 1 à n des xni, ça c'est évident. D'autre part, l'espérance de xni, on va avoir 1 à chaque fois que i sera invariant de sigma. Donc, quels sont les sigmas tels que i, fixé, hein, est invariant de sigma? Eh bien, ça veut dire qu'il faut permuter les n-1 autres. Donc, il y a factoriel n-1 élément ici, pour avoir 1, et on divise évidemment par le cardinal, hein, factoriel n. Et le reste c'est 0, donc c'est pas dans l'espérance ici, ça n'apparaît pas, voilà, c'est le terme nul ici, et donc on va avoir 1 sur n. Donc l'espérance des xni sont toutes égales, évidemment on s'en doutait, à 1 sur n. Bien. Et bien ça veut dire que l'espérance de Zn, qui est égale à la somme des espérances, parce que l'espérance c'est évidemment linéaire, c'est donc égal à la somme des 1 sur n, donc ça vaut 1. Donc on retrouve le 1 ici, hein, voilà. Alors il y a une autre façon de montrer que cette espérance vaut 1, hein, mais avec la théorie des groupes, avec la théorie des actions de groupe, on l'a déjà vu sur cette chaîne, c'est de dire que Sn agit de façon transitive sur les éléments de 1 à n, donc il y a une seule orbite, et l'espérance des invariants, dans ce cas-là, d'après la formule de Burnside, est égale à 1. C'est vraiment, c'est direct, c'est magique, ça découle tout de suite. Donc voilà déjà 3 méthodes, et celle-ci était loin d'être la plus simple, parce que même la formule de Burnside, ça se prouve facilement. Voilà, on va s'arrêter là, et puis après on attaquera la suite de la partie 1.